S'il y a une puissance qui s'est détachée du lot en 2022 et qui monte sur le devant de la scène internationale, c'est bien la Turquie. La Turquie est une puissance régionale très intéressante à décoder et à comprendre. Le pays poursuit une politique opportuniste afin d'étendre son influence, sa portée diplomatique et tout simplement poursuivre ses objectifs en tant que puissance régionale avec de grandes ambitions. En 2020, Erdogan a déclaré que la réouverture de la mosquée Sainte-Sophie à Istanbul rappelait au peuple turc sa force, symbolisant sa résurrection et la rupture des chaînes à ses pieds. Il a promis de continuer la marche jusqu'à ce que la Turquie atteigne sa destination, déclarant que d'ici 2023, lorsque le pays célébrera le centenaire de sa fondation moderne, il sera fort, indépendant et prospère. Outre une perspective très ambitieuse, c'était sans compter sur les aléas de l'histoire, puisque le séisme de ce début d'année a frappé de plein fouet l'est du pays, sans même parler de la crise économique, on en avait parlé dans une précédente vidéo, qui pèse de plus en plus sur la population. Cependant, en effet, la Turquie est véritablement en train de revenir sur le devant de la scène internationale, notamment avec une diplomatie ambitieuse et une politique opportuniste. Si on se penche sur l'aspect idéologique, qui est intéressant mais qu'il ne faut pas non plus surinterpréter, les dirigeants turcs modernes ont adopté l'idée de l'établissement, ou plutôt le rétablissement, d'une plus grande Turquie. Grande ne signifiant pas nécessairement grande géographiquement, mais grande en termes de puissance, de sphère d'influence et dans son rapport à l'histoire avec un grand H. Le président turc en est devenu le principal partisan après que son parti de la justice et du développement, l'AKP, a pris le pouvoir en 2002. Il s'est concentré sur la relance d'un but idéologique pour le pays avec des éléments qu'on retrouve notamment dans le pantouranisme ou encore le néo-ottomanisme. Ce sont des concepts qu'Atatürk, le père fondateur de la Turquie contemporaine, avait abandonnés dans les années 20 et les années 30 par rapport au contexte de son époque, mais la fin du 20e et surtout le 21e siècle a ouvert de nouvelles portes. On en parle depuis longtemps sur la chaîne, les bouleversements mondiaux des dernières décennies marquent un retour des puissances régionales, et la Turquie compte bien être de la partie. Alors voyons voir comment la Turquie gagne en influence et veut se tailler un nouvel empire. Avant de commencer cette vidéo, merci à tous pour votre fidélité. Nos dernières vidéos ont été de bons succès sur des sujets qui pourtant n'intéressent ni les algorithmes ni les tendances, et c'est grâce à vous qui êtes de plus en plus nombreux. N'oubliez pas les gestes simples et gratuits qui ont leur importance sur YouTube. Aimez, commentez, partagez, et pour ceux qui veulent nous soutenir financièrement et avoir accès à du contenu supplémentaire de qualité, la revue numérique Terabellum est disponible sur notre site internet. Le lien est en description. Russie, Chine, France, 3 numéros sont déjà disponibles, écrits par des chercheurs, des doctorants, des spécialistes ou encore des chefs d'entreprise ou des diplomates. Nos numéros sont donc disponibles à l'unité, ou alors vous avez une option abonnement pour obtenir le dernier numéro sur la France et les 3 prochains qui arrivent. Comme je le dis, le succès de la revue numérique déterminera l'arrivée d'un format papier qui, je l'espère, sortira un jour. Sur ce, retour à la vidéo et je vous souhaite un très bon visionnage. Une des premières facettes de cette stratégie d'influence de la Turquie depuis quelques années maintenant, c'est celle de s'adosser au monde musulman. Le monde musulman, c'est un vaste espace qui s'étend du nord de l'Afrique à l'Asie centrale et comprend aussi une bonne partie de l'Océanie. Dans le cas de la Turquie, vous pouvez aussi compter la diaspora turque, qui a un rôle politico-économique important et qui est notamment présente en Allemagne. Les dirigeants turcs ont cherché pendant des années à forger des alliances avec d'autres États à majorité musulmane pour étendre la portée de la Turquie dans le monde musulman. Dans une logique néo-ottomane, la Turquie souhaite s'imposer comme principal défenseur de l'islam et comme phare du monde sunnite. Elle entre donc en confrontation avec des pays comme l'Arabie Saoudite, mais aussi les particularismes musulmans et le monde arabe qui ne voit pas forcément d'un bon œil le retour d'une influence néo-ottomane. Cette politique d'amélioration des relations et d'ouverture sur les pays arabes et musulmans, elle débute à compter de la fin des années 80. La chute de l'URSS, qui avait de bonnes relations dans le monde arabe, ouvre de nouvelles portes pour la diplomatie turque. Mais aussi, car les années 90, c'est la fin des grands mouvements nationalistes arabes. L'Égypte devient un allié des États-Unis sous Moubarak. L'Irak de Saddam Hussein est sur la pente descendante après la première guerre d'Irak. En 1997, la Turquie, toujours dans le monde musulman, crée le D8. C'est une organisation qui regroupe les 7 pays musulmans les plus peuplés, l'Indonésie, la Malaisie, l'Iran, l'Égypte, le Pakistan, le Bangladesh et le Nigeria. L'organisation en soi n'est pas très importante, mais demeure toujours en place et montre particulièrement bien les désirs de la Turquie d'influencer le monde musulman dans son ensemble. En 2022, le ministre des Affaires étrangères a lancé la politique turque qu'on pourrait traduire par « zéro problème avec ses voisins ».
dont l'objectif est tantôt d'influencer, tantôt de minimiser les tensions avec les autres États du Moyen-Orient. Mais la Turquie, vous vous doutez bien, ne vise pas que le Moyen-Orient. On avait déjà évoqué l'influence turque par exemple dans les Balkans, dans une précédente vidéo à l'été 2022. Elle est aussi présente dans le Caucase Sud et agit comme une force d'équilibre face à cette zone traditionnellement sous influence russe. Son grand succès, c'est bien sûr sa relation avec l'Azerbaïdjan, qui a bénéficié de l'aide de la Turquie, notamment lors de la deuxième guerre du Haut-Karabakh contre l'Arménie en 2020. En Moyen-Orient, la Turquie a en 2017 établi une base militaire au Qatar. Et en 2019, elle a surtout déployé des troupes en Libye qui ont freiné la progression du maréchal Haftar, ceci toujours dans une logique d'étendre son espace d'influence, que ce soit sous une zone de contrôle sur la Méditerranée occidentale ou au niveau de la péninsule et du golfe Persique. Vous voyez que géographiquement, on a ici une magnifique triangulation qui nous permet de voir l'espace d'influence qui est convoité par la Turquie. Aussi, depuis plusieurs années, la Turquie équilibre ses actions ambitieuses avec une politique d'amélioration des relations dans le monde musulman, avec l'Arabie Saoudite, qui est un de ses plus grands rivaux, ou encore les Émirats Arabes Unis, mais aussi et surtout avec l'Égypte. En parallèle de ces rapprochements avec le monde musulman, les tensions s'intensifient, que ce soit avec la Grèce ou au niveau de Chypre, notamment au sujet de la zone économique exclusive en Méditerranée orientale. Mais aussi dans le Caucase, avec l'Arménie, ou encore dans l'OTAN, avec lequel la Turquie adopte une politique ambiguë, bien qu'elle soit membre. Quelque chose d'intéressant, c'est qu'en 2016, les médias d'État turcs ont publié une nouvelle carte du pays. Cette carte élargit ses frontières internationalement reconnues. Ils incorporaient par exemple des îles grecques dans la mer Égée, ainsi qu'un territoire dans le nord de la Syrie s'étendant d'Alep aux villes du nord de l'Irak. La publication de la carte a coïncidé avec le discours d'Erdogan sur la nécessité de modifier l'accord de Lausanne de 1923 qui établissait les frontières de la Turquie moderne après la défaite de l'Empire ottoman. Et enfin, un autre pilier de l'influence turque, c'est sa diaspora bien sûr. C'est comme ça que la Turquie a obtenu notamment la province d'Hatay, à la Syrie française, en 1939. C'est comme ça que la Turquie est intervenue également à Chypre en 1974, toujours dans la logique de protéger sa diaspora, et c'est comme ça qu'elle a pris le contrôle de 40% de l'île. La partie nord de Chypre a ensuite déclaré son indépendance, établissant la République turque de Chypre du Nord en 1983, un territoire toujours contesté. Au-delà de l'amélioration des relations dans le monde musulman, le but de la Turquie est aussi avant tout de sécuriser ses périphéries. En novembre 2022, souvenez-vous, une explosion au cœur d'Istanbul a fait 8 morts et des dizaines de blessés. Erdogan a imputé l'attaque au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, et à ses opérations basées à Kobani, une ville au nord de la Syrie. Le PKK est considéré, vous le savez, comme un groupe terroriste par la Turquie. Et à la suite de cet attentat, le 20 novembre, la Turquie a lancé l'opération Close Sword, qui comprend des frappes aériennes et une campagne terrestre contre les positions kurdes sur une zone allant d'Alep à Erbil. Ce n'est pas la première fois que la Turquie intervient au nord de la Syrie. Elle le fait presque tous les ans depuis 2016. Son objectif est de former une zone tampon du côté syrien de la frontière d'environ 30 km de profondeur et de plus de 900 km de long, allant de la Méditerranée à la frontière irakienne. Outre une zone tampon, l'objectif est aussi de réinstaller environ 1 million des 3,5 millions de réfugiés syriens qui vivent en Turquie. Ce plan entre en confrontation directe avec la Syrie, on en a parlé dans notre précédente vidéo, mais aussi cela entre en confrontation avec les autres participants dont fait partie la Turquie au dialogue trilatéral de l'après-guerre en Syrie, c'est-à-dire la Russie et l'Iran, qui s'opposent également à toute opération militaire turque dans le nord de la Syrie. En décembre, les diplomates turcs ont laissé entendre qu'il pourrait d'ailleurs y avoir des accords avec la Syrie et que le président syrien et turc se rencontreraient dans un futur proche. Nous verrons bien sûr tout cela. En réalité, la Turquie est surtout en confrontation avec les États-Unis, qui sont les principaux soutiens aux Kurdes dans le nord de la Syrie, en passant par l'Irak et qui contrôlent notamment les puits de pétrole au nord de l'Euphrate, avec une présence militaire estimée à quelques centaines d'hommes. Une situation donc complexe, vous le voyez, tantôt la Turquie est membre de l'OTAN mais se confronte aux intérêts américains au Moyen-Orient, tantôt elle s'inclut dans la politique européenne mais adopte un modèle conservateur et religieux critiqué par l'Occident, tantôt elle se confronte aux intérêts russes en Syrie mais se veut arbitre du conflit en Ukraine, et c'est pourquoi la Turquie a une géopolitique qu'on dit souvent ambiguë. Mais en réalité, elle a la géopolitique que son espace géographique lui impose, si on raisonne dans ses intérêts bien sûr.
c'est-à-dire une diplomatie équilibrée qui a autant une force qu'une faiblesse. Regardez comment la Turquie est par exemple critiquée dans l'Alliance Atlantique ou même de l'autre côté de la Méditerranée orientale. Regardez comment son néo-ottomanisme est mal perçu par des puissances certes musulmanes, mais aussi et avant tout des puissances arabes. La Turquie donc doit être opportuniste. La guerre en Ukraine est une opportunité qu'a saisie la Turquie. Il y a son rôle de médiateur, mais surtout, la Turquie est devenue une plaque tournante des exportations et importations en direction ou en provenance de la Russie, que ce soit au niveau des hydrocarbures, de la technologie ou des autres matières premières. Et pour porter ce rôle de plaque tournante plus loin, la Turquie a l'ambition de devenir une plaque tournante du gaz à destination de l'Europe dans les années à venir. Projet bien sûr ralenti par le séisme récent, mais qui reste d'actualité. Pour en savoir plus sur la relation et le partenariat entre la Russie et la Turquie, je vous invite bien entendu à voir une de nos anciennes vidéos. En se plaçant comme acteur incontournable, ici par rapport à la Russie, la Turquie a pu prendre le contrôle d'une plus grande partie de la Syrie il y a quelques mois sans aucune réaction sérieuse de Moscou. Et c'est un raisonnement de la diplomatie et de la géopolitique turque qu'il faut comprendre. Et c'est aussi pourquoi par exemple la Turquie souffle le chaud et le froid sur l'admission de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, tout en fournissant des armes à l'Ukraine et en étant un lien majeur du dialogue entre Washington et Moscou. Plus la Turquie se rend indispensable et exploite la situation régionale à son avantage, plus elle peut espérer que les puissances ferment les yeux sur ses ambitions. Des ambitions qui peuvent être bien sûr militaires. Nous avons donc énoncé dans cette vidéo le triangle de l'influence et des ambitions géopolitiques turques, c'est-à-dire son principal espace de mouvement dans lequel elle veut interagir. Nous avons énoncé sa stratégie par rapport au monde musulman, qui est très importante. Nous avons énoncé périphéries, qui sont au cœur de la politique autant interne qu'externe de la Turquie moderne. Et maintenant, nous allons terminer avec une petite ouverture sur la lutte contre les mouvements armés kurdes. On ne pourrait pas boucler cette vidéo sans évoquer un minimum le conflit entre la Turquie et les Kurdes, qui est d'ailleurs plus que centenaire. L'opération Claw Sword, donc, qui a eu lieu au mois de novembre 2022, au nord de la Syrie, n'est ni la première et ne risque pas d'être la dernière. Claw signifie la griffe, faisant référence à des frappes aériennes ciblées, et Sword signifie l'épée, c'est-à-dire une référence à l'offensive terrestre. Et pour cette dernière opération, ce qui est très intéressant, c'est que la Turquie a obtenu l'approbation tacite de la Russie, mais aussi des États-Unis, pour la première phase seulement, puisque la deuxième phase n'a pas eu lieu. Mais vous voyez là encore des rapports ambigus, et cette fois entre les États-Unis et les Kurdes. Mais pour la Turquie, la question kurde va plus loin que la Syrie. La racine se trouverait au Kurdistan irakien. Et selon Erdogan, ce sont eux qui déterminent l'orientation politique des Kurdes en Syrie. Vrai ou faux, encore une fois, peu importe, mais c'est là un prétexte pour que la Turquie déploie sa puissance militaire dans plus de 20 bases militaires dans le nord de l'Irak. Si, comme cela semble présager, le dialogue avec la Syrie de Bachar al-Assad s'améliore, eh bien c'est le nord de l'Irak qui sera de plus en plus le point central des opérations turques contre le PKK. Toujours dans la logique de former une vaste zone tampon et protéger la périphérie est de la Turquie. Mais bien sûr, le Kurdistan est un autre sujet sur lequel nous nous pencherons dans une prochaine vidéo. Et avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais ajouter un appendice. Suite aux deux séismes qui ont eu lieu à l'est de la Turquie, on compte aujourd'hui plus de 30 à 35 000 morts en Turquie et en Syrie, tout le réseau d'infrastructures qui est endommagé. Le bilan humain et matériel est donc important et ces bouleversements peuvent entraîner des répercussions politiques tout autant désastreuses. Outre le point économique, le bilan des réparations est estimé entre 50 milliards et 84 milliards de dollars, ce qui pourrait bien sûr accroître l'inflation en Turquie qui est déjà très importante, mais on va ici s'intéresser davantage aux éléments géopolitique. Entre la Turquie et la Syrie, tout d'abord, les relations entre les deux pays s'améliorent depuis plusieurs mois, on en avait parlé. Il est possible que la crise humanitaire rapproche les deux pays, mais il est aussi probable que le chaos post-séisme soit mis à profit pour que des groupes rebelles, djihadistes ou encore le PKK, que sais-je, tentent de reprendre de l'influence dans le nord de la Syrie, à la frontière turque, ce qui pourrait en retour entraîner ou en tout cas motiver une future réponse militaire de la part de la Turquie. Pour la Turquie également, elle risque de faire face à un afflux d'immigrés syriens sur son sol. Il y en a déjà plus de 4 millions et avec la crise économique turque, ils sont considérés de plus en plus comme un fardeau qui fait partie des priorités de la Turquie. Souvenez-vous dans cette vidéo avec le plan de relocalisation des Syriens dans cette fameuse zone tampon, encore un argument qui pourrait peut-être motiver une prochaine intervention de la Turquie. Cependant, il faut aussi savoir que plus la Turquie absorbe des réfugiés syriens, plus elle reçoit de l'aide financière de l'Union européenne, et cela lui offre un poids dans les négociations. L'Union européenne préfère en effet que les 4 millions de Syriens soient en Turquie, plutôt qu'éparpillés dans toute l'Union, ce qui offre donc un poids de négociation plus important de la Turquie vis-à-vis de l'Union européenne. Un autre point intéressant, c'est que la Suède est à la présidence de l'Union européenne.
Or, vous le savez, la Turquie fait veto à son adhésion à l'OTAN, en raison de sa position et son soutien à la question des Kurdes. Or, l'Union européenne a mobilisé ses réserves stratégiques à hauteur de 3,21 millions de dollars pour l'aide humanitaire, et la Suède a, elle, personnellement annoncé une aide d'urgence à la Turquie de 3,5 millions de dollars. On peut donc considérer ça comme une sorte de traitement de faveur que la Suède essaye de faire en échange de la levée du veto turc sur son entrée dans l'OTAN. Vous voyez donc comment potentiellement un séisme en Turquie peut avoir une incidence sur une alliance militaire au sein d'un pays scandinave et à terme une influence sur le contexte régional. Avant les tremblements de terre, souvenez-vous, Erdogan utilisait et exploitait les tensions avec l'Occident, y compris avec l'OTAN et avec l'Union européenne. Une politique non alignée qui était très populaire et qui est toujours très populaire en Turquie. Avec le soutien de nombreux pays et en particulier le soutien des Occidentaux, mais aussi des pays du Moyen-Orient qui affluent, ces stratégies pourraient être mises subtilement au placard pendant quelques temps. Du côté de la politique interne, enfin, et je vais conclure sur ça, l'état d'urgence national a été décrété pendant 3 mois. Souvenez-vous aussi, les élections présidentielles turques doivent se tenir normalement au mois de mai. Le séisme sera donc au cœur de ces élections, autant pour le gouvernement que pour l'opposition. Et qui dit état d'urgence, dit peut-être plus grand contrôle sur la société, donc des manifestations limitées, voire même si on spécule, un report de ces élections. Le gouvernement joue très gros, ou il peut être critiqué et va subir un revers lors des élections qui arriveront un jour, ou ils parviendront, et c'est l'objectif je pense, à répondre de manière efficace, ce qui sera bien sûr récompensé dans les urnes. Et c'est d'ailleurs très intéressant de faire le parallèle avec ce qui s'est passé il y a plus de 20 ans. Il y a 20 ans, il y a eu un immense tremblement de terre en Turquie, en août 1999, qui a brisé 35% de l'économie turque, et c'est à ce moment-là qu'Erdogan et son parti sont montés aux puissances lors des élections présidentielles, jusqu'à obtenir la place de Premier ministre grâce aux résultats des élections de 2002 en tant que candidat de la contestation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, il a fallu faire l'impasse sur certaines thématiques. N'oubliez pas que notre format est avant tout synthétique, mais cela sera toujours une bonne occasion de revenir dessus dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas bien sûr les gestes simples, aimer, commenter, partager. Et pour ceux qui veulent nous soutenir encore davantage, il y a toujours la revue Terabellum qui est disponible avec déjà 3 numéros qui sont parus. Je vous laisse regarder tout ça sur notre site internet. Tous les liens sont bien sûr en description. Encore merci pour votre fidélité et on se retrouve pour une prochaine vidéo.